Je ferai la couverture ou pas de GQ? Regardez, tu la fais tout de suite là. Attends, Cadmerade, retour aux sources. Disney Snake. Disney Snake. Bonjour, je suis Cadmerade et retrouvez-moi pour les rôles iconiques sur GQ dont je ferai la couverture la prochaine, je pense. On va voir. Disney Snakes. Pour avoir mangé des abats. Exécuté pour avoir mangé de la viande? Non, il avait mangé le groupe abat. C'est une série à partir de l'année prochaine. On tourne en janvier, février, mars, 9 épisodes de 30 minutes de Pamela Rose pour Canal+. Produit par Gaumont et nous, voyons, pour une fois. C'est né de notre amour du cinéma avec Olivier, américain en particulier, parce que voilà, c'est censé se passer aux États-Unis. Et puis parfois, le cliché des flics américains, de ce que ça représente le FBI. Voilà, c'est-à-dire qu'on était plus là-dedans que dans L'Homme de Picardie ou dans Navarro. Tu vois, on avait envie de... Et donc, on a créé ces deux personnages. C'était beaucoup improvisé au départ sur WeFM. On faisait le matin, 6-9, 6h, 9h sur WeFM, et ça pouvait durer 10 minutes d'impro. Et puis après, sur Comédie, là, on a commencé un peu plus à la mettre en scène avec un décor, et là, on écrivait. Farrugia nous propose de faire un 50 minutes en live sur Comédie, en vrai live, c'est-à-dire vraiment 50 minutes de film. On le fait, et il nous dit à la fin, maintenant, il faut faire le long métrage. Et on a écrit, et c'est Dominique Farrugia qui nous a mis le pied à l'étrier, voilà. C'est quand même un peu ta faute s'il est parti, non? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ma petite fille? Bah écoute, c'est pas compliqué. Avant Paul Tellier, il y avait Chabert, le professeur d'éducation physique dans Les Choristes. C'est juste en même temps pratiquement que Pamela Rose. Je crois que les deux ont été tournés à peu près en même temps. Philippe Lioré, putain, excuse-moi, me voit au César, parce que Les Choristes avaient une nomination pour la musique. Je suis au Fouquet's, et je vois un petit bonhomme qui me tape sur l'épaule, me dit « Je voudrais vous parler de mon film ». Alors je fais « Ouais, c'est ça, allez, hop ». Il y a un mec qui vient voir, il fait « Mais c'est un vrai réalisateur, c'est Philippe Lioré, il a fait ça et ça et ça ». Je fais « Bon, d'accord ». Et il m'a présenté le film chez lui. Il m'a raconté le film sans l'avoir écrit. Et là, je me dis, mais quel rôle il va me... De quoi? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Et il me dit, c'est pour jouer le rôle de Paul, le père de Mélanie Laurent. Je dis, putain, j'ai à peine 40 ans, moi. J'ai passé ma jeunesse à m'amuser à écrire des discours pour les Césars en rêvant que j'allais avoir un César. Donc je faisais dans ma petite chambre là, de banlieue à Rissorangis, je me voyais, je m'imaginais, parce que j'avais envie de cinéma, j'avais envie de... Alors des Césars, en quelque sorte, c'était l'époque où il y avait encore Gabin, De Funès, c'était sur France Télévisions, je me rappelle, il y avait Pierre Tchernia, c'était le cinéma comme... Et donc quand je me retrouve sur la scène, je me rappelle, c'est Marie-France Pizier qui me donne le César, ça se voit d'ailleurs, j'ai 4 ans et demi, hein. Je suis complètement... voilà, ça représente énormément, c'est un rêve qui se réalise en fait, c'est terrible, hein. Pourtant, je suis pas triomphaliste, j'aime pas les récompenses, je cours pas après ça, moi. Et là, pourtant, j'avoue que ça m'a retourné, hein. J'ai appris la nomination, j'étais en train de tourner avec Olivier, je vois sur mon téléphone quelqu'un qui fait bravo, qu'est-ce qui se passe? Et j'avoue que j'étais fier. Et évidemment, j'étais fier aussi pour ma famille, quoi, qui m'a quand même supporté dans la vie d'être acteur. C'est trop long, ça veut dire que c'est trop long. Faut juste rajouter le 1 à la fin de chaque phrase. Allez-y, essayez un peu pour voir. J'ai compris. Impeccable. Moi, j'ai quand même, je crois, un peu de cul dans ma vie, parce que Danny, avant de me présenter le rôle, il en parle à beaucoup d'acteurs avant, hein. Je crois que tout le monde est passé de Dujardin, José Garcia, Bernard Campan, Daniel Auteuil, et tout le monde pour des raisons... pour leurs raisons qui sont propres, on refusait le projet. Moi, je suis à Marseille. Il y a Richard Peset, qui était un ancien grand producteur de pâté, qui habitait à Marseille aussi. Moi, j'avais une petite maison à Marseille. Il m'appelle, il me dit « Je voudrais te parler du film de Danny Boone ». Je dis « Oui, oui ». Il me dit « Je te le fais porter ». Il me porte le scénario. Je l'ai lu dans la soirée. J'ai appelé Danny dans la nuit, il rentrait en voiture. J'ai dit « Danny, c'est formidable, j'adore ». Je dis « Mais c'est un film d'auteur, en fait ». Et c'est un film d'auteur, les ch'tis. J'avais trouvé enfin un rôle dont je rêvais. C'est arrivé très vite, finalement, mais je rêvais de ce genre de rôle. C'est-à-dire d'un rôle important, presque le rôle principal, avec de la comédie, écrit... voilà, c'est un grand scénario, quand même. Donc
c'est absolument... Ouais, c'est un rêve de faire ça. C'est un deuxième rêve, en fait. Surtout, je me rappelle que Dany, son premier film, La Maison du Bonheur, je crois qu'il a fait un peu plus d'1 million d'entrées. Il a dit, si j'arrive à faire le double, déjà, je serais tellement content. Et puis, voilà, il en a fait 100 fois plus, parce que c'est... C'est un phénomène. Il s'est passé quelque chose. Ça arrivera encore peut-être un jour, mais c'est de plus en plus rare, ce genre de choses. Le timing. C'est arrivé au bon moment. Voilà, et puis je sais pas, la sincérité peut-être du propos de Dany. Salut, c'est moi, c'est Patoche, on se roule des galoches. Bonsoir à la compagnie, je m'appelle Patrice. Eh ben c'est Jonathan Cohen, hein, c'est pas... Moi j'ai rien fait, moi. Non, mais j'ai apporté l'accent, le physique, enfin, j'ai un bide énorme, j'ai une espèce de personnage truculent, j'avais toujours en tête Patrick Sébastien, moi. C'était ça comment on dit, mon patron, tu sais, quand on cherche j'ai toujours besoin d'avoir une référence, moi. Et c'était à la fois ce côté festif, très sympathique, toujours à régler les problèmes des autres, et bon, qui adore les apéros, évidemment, c'était écrit sur son t-shirt. Après, le look, mais tout est un travail avec Jonathan. C'est Jonathan qui a écrit cette série avec ses auteurs, et tous les mots viennent de lui, à part, il y a les impros, évidemment, parce que c'était des longues journées de tournage, des impros, mais voilà, tout le mérite revient à Jonathan Cohen, qui je trouve est un super gars, quoi. Très agréable à travailler, qui est très bon auteur, et qui mérite aujourd'hui de ce qui lui arrive, c'est-à-dire d'être aujourd'hui, voilà, qui devient quelqu'un d'important dans notre métier. J'aime bien, moi. Il est sympathique en plus. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut bien raconter un pays alors qu'on vit à l'étranger ? J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est un prix Nobel de littérature qui est très embourgeoisé dans ses réussites, qui est très éteint par la vie, un peu en dépression. Même son prix Nobel ne ranime rien chez lui. Il est un peu, voilà, il n'arrive même plus à écrire son prochain roman. Vous savez, cette espèce de personnage comme ça, je dis toujours dans sa prison de verre, parce qu'il habite dans une maison qui est toute en baie vitrée, au bord de la Seine. Il est dans d'abord, on adorait la maison qu'on a tournée. J'aurais bien voulu la même, mais bon, je fais une parenthèse. Et parmi toutes les sollicitations qu'il reçoit, parce qu'il est prix Nobel, il reçoit une petite lettre comme ça, de son village d'enfance, Sidi Mimoun, où on lui demande d'être citoyen d'honneur. Alors au début, il en rigole. Même son assistante dit « Bon, tu vas pas perdre ton temps à aller là-bas ». Il jette l'enveloppe, puis il discute avec son fils, avec qui il a des relations un peu difficiles, qui dit « Mais tu devrais retourner là-bas ». Et puis dans la nuit, il réfléchit, il reprend la lettre, et il prend l'avion, et il arrive, et il tombe sur Fadza, donc sur Miloud. C'est une façon de reconnecter avec son histoire. Alors, il va y retrouver les bons moments, les bons copains, et puis les problèmes qu'on a quand on revient, quand on a eu du succès, et quand on n'est plus le même, et quand on est un peu... quand on n'est plus algérien. Donc il n'était plus algérien. Voilà, il le redevient. Il renoue, il recontacte, il reconnecte. C'est pas juste une épopée comme ça. C'est beaucoup de comédie quand même. C'est quand même, je trouve, hein, c'est une façon de rire quand même d'une situation assez émouvante. Voilà. Et ça montre aussi un pays, l'Algérie. Ça montre quelque chose, la jeunesse algérienne. Comment la jeunesse algérienne aujourd'hui est aussi importante et qui s'exprime. Je trouve ça a bien été décrit par le réalisateur Mohamed Abidi. Moi, contrairement à mon personnage, j'ai pas d'histoire là-bas. Je suis né là-bas. Mais c'est mon père qui me ramenait à l'Algérie. Moi, j'ai pas de copains, j'ai pas grandi là-bas. Je suis né là-bas, je suis venu en France. Ma mère est française. Et mon père a toujours été très discret avec l'Algérie. D'ailleurs, on nous a jamais appris la langue. On connaît pas grand-chose de l'Algérie. Je connais pas l'Algérie, moi. J'ai de la famille en Algérie. Ce qui est fou, c'est que j'ai un lien qui est hyper fort avec ce pays, sans avoir d'histoire avec. Et j'aime ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on me dit souvent, pourquoi tu vas pas là-bas? Je dis, je ne sais pas pourquoi je vais pas en Algérie. J'ai des tantes, j'ai des oncles, on m'accueille, j'ai tout ce qu'il faut là-bas. Et pourtant, j'ai pas le besoin, en fait. Peut-être que ça viendra. J'ai envie, par exemple, que mon fils découvre là où son grand-père a vécu, là où moi j'allais en vacances. J'allais en vacances en Algérie. C'est ça mon lien. C'est assez particulier. C'est intime, surtout. Je ferai la couverture ou pas de JQ? Regardez, tu la fais tout de suite, là. Attends. Thiad Merah, de retour aux sources.